c'est de permettre de réduire par deux ces émissions. Et en France, le principal dossier aujourd'hui, c'est les passoires thermiques et les transports. Bon, au-delà de ça, c'était mon constat de dire qu'effectivement, il y avait beaucoup de washing. Quand je dis qu'en 20 ans, finalement, la RSE n'a pas permis au monde d'évoluer positivement, puisqu'il s'est dégradé aussi bien sur le plan social, sociétal qu'environnemental, c'était ce constat que, au-delà des entreprises volontaristes convaincues qui menaient des actions RSE, d'autres n'en avaient rien à faire. Et puis au milieu, on avait celles qui cherchaient davantage leur marque employeur qu'autre chose. Et puis même celles qui étaient convaincues, leur problème, c'est qu'elles agissaient sur un sujet, mais pas sur un autre. Voilà, bon, bah, je suis sensible à la planète. Je vais essayer de faire des choses avec mon entreprise sur ce sujet-là, mais je vais peut-être oublier que sur le plan social, sur le plan de l'égalité homme-femme, sur le plan de la discrimination, sur le plan de l'employabilité, je ne fais rien. On revient sur cette notion de global. Donc, comment faire? Et moi, mon constat, c'était de voir que, notamment dans le monde des PME et des ETI, des entreprises à taille intermédiaire, il y avait des dirigeants qui avaient envie de se remettre en question. Mais il faut savoir aussi que les collaborateurs sont de plus en plus attentifs à ça. Et ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et alors, certes, au CJD, on a monté cette performance globale qui n'est pas un modèle. C'était plus une idée qu'on a travaillée, où on a bâti un outil de diagnostic, etc., pour faire avancer chacun. Mais sincèrement, pour avoir fait le tour, il n'y a pas de modèle de développement d'entreprise qui intègre cette notion d'engagement extrêmement forte. Ça a été mon constat, et c'est pour ça qu'en 2019, je me suis dit, il faut qu'on invente quelque chose. Il faut qu'on donne à ces entreprises le moyen d'agir. Donc, Guillaume, tu me diras quand je pourrai parler de la perma-entreprise et ce moyen ça va venir. Que je propose. Mais sachez que moi, je l'ai expérimenté depuis des années à Nord6 et que c'est la question qui me pose à dire ça, je ne l'aurais pas dit sinon, mais effectivement, nous avons des résultats économiques dignes de ce nom avec ce modèle-là. Oui, donc on peut composer entre le fait de dire je veux continuer de créer de la richesse. Et la question, ce n'est pas de créer de la richesse ou pas de créer de la richesse, c'est de la redistribuer. C'est ça le problème numéro un. Donc, je peux créer de la richesse et je peux prendre en compte tous les problèmes qu'a la planète. Merci Sylvain. Tu es passé très vite sur un exemple que tu m'as donné quand on s'est parlé, que je trouvais très intéressant. Quand on s'est parlé, tu as déclaré donc, que l'urgence absolue était de réduire nos émissions de CO2 et ce que l'on ne pouvait réduire, il fallait le compenser. Donc ça, je l'ai vraiment mise entre guillemets, cette phrase, parce que je trouve qu'elle résume, non, mais elle résume parfaitement à la fois ta pensée et celle de beaucoup d'entre nous. Et donc, chez Nord6, tu as mis en place un outil original de comptabilité individuelle carbone. Et je trouvais que c'était intéressant que tu partages avec nous ce petit exemple, si tu veux bien. À vos ordres, monsieur Guillaume. Bon, donc, Nord6, le premier bilan carbone, c'est 2007. Hein. Donc, vous voyez qu'on a remué ce sujet-là depuis un certain temps. Et effectivement, quand on faisait tous les 2 ans ce bilan carbone, on cherchait derrière à réduire nos émissions. Alors, dans l'activité de société de services en informatique, 50 à 60% des émissions sont liées au déplacement. Donc, vous voyez qu'il fallait qu'on arrive au télétravail et on y est arrivé en 2016 parce que pour nous, c'était le plus gros moyen de réduire ces émissions. Ceci étant, une fois qu'on fait tout ce qu'on peut pour les réduire, il en reste. Et c'est là où arrive la réflexion de la compensation. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'effectivement, l'entreprise pouvait, par un dispositif aujourd'hui, il n'y en a pas 36, hein, c'est avant tout planter des forêts, compenser ces 1300 tonnes de CO2. Mais ce n'était pas intéressant de le faire comme ça. Et ce qu'on s'est dit, on était dans notre perma-entreprise, on va agencer toutes les parties prenantes autour de ce sujet-là. Donc, on a impliqué des collaborateurs, des dirigeants de Nord6, des associations. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à développer, c'est un peu notre métier, un logiciel qui permet à chaque collaborateur, en temps réel, d'avoir son bilan carbone, de connaître ses émissions.
Et comme certains, un jour vont chez un client, un jour vont chez un autre, un jour ils vont en voiture, un jour prendre les transports en commun, ils peuvent tout à fait voir la différence de leur impact en CO2. Et pourquoi on a fait ça? Pour les rendre acteurs, pour les sensibiliser et faire en sorte qu'ensuite, ce soit eux qui plantent leur bout de forêt, financé par l'entreprise, mais que ce soit eux qui le fassent. Et c'est le plus important parce que l'entreprise est une source d'accès à la connaissance. Je dis toujours qu'on a 3 moments de vie où on a accès à la connaissance, c'est avec sa famille, c'est pendant ses études, et après, il faudrait que ça soit avec l'entreprise. Et c'est dans ce sens-là qu'on a bâti tout cela, pour qu'il y ait de l'accès à la connaissance. Il ne faut pas croire que c'était intégré. Au départ, on avait à peine 50% des collaborateurs qui devenaient acteurs et qui plantaient leur forêt. Voilà, ce n'était pas leur préoccupation. Bon, eh bien, par un dispositif comme ça, on a su essaimer jusqu'à certains qui nous ont dit, est-ce que je peux utiliser cet outil-là pour, à titre personnel, dans ma vie personnelle, mener la même démarche. Être exemplaire, c'est pas la même chose que montrer l'exemple. Personne n'est parfait, donc on essaye tous, non pas d'être exemplaire, mais de montrer l'exemple. Voilà, toi, tu avais, à propos de l'exemplarité du chef d'entreprise, tu avais envie, je crois, de changer l'image du chef d'entreprise, particulièrement du chef d'entreprise en Afrique. Alors, de façon très générale, évidemment. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Oui, merci. Alors, déjà, je ne sais pas jusqu'où vous m'avez écouté tout à l'heure, mais je voudrais quand même, parce qu'il y avait en plus, il y a une question sur le greenwashing. Je t'en prie, vas-y. Je trouve cette question intéressante parce que il y a un autre terme que j'aime beaucoup, c'est l'opérationnalisation. Il m'a été donné à travers mes études, à travers mon parcours d'entrepreneur, de tomber sur beaucoup de théories en lien avec l'écologie, en lien avec la préservation des sols, en lien avec la préservation de l'eau. Et en fait, naissent comme ça, de manière cyclique, tous les 2-3 ans, une nouvelle théorie très importante. Il y a eu la gestion intégrée des ressources en eau. Aujourd'hui, on parle du mainstreaming de la biodiversité. On parle de l'agriculture régénérative. Donc, on a des nouveaux concepts qui naissent et souvent qui sont très chargés théoriquement et difficilement opérationnalisables. Et le contre-coup de ça, c'est que finalement, on va discuter de la réduction, donc effectivement, qui peut se passer dans les pays développés. On va parler de la compensation. On va parler des leapfrogs et des développements technologiques en Afrique qui peuvent vraiment accélérer les choses, mais il n'empêche qu'on a, comme je le disais, une jeunesse africaine qui ne reste plus d'une chose, c'est d'acquérir un nouveau téléphone, c'est d'acquérir un nouveau moyen de déplacement, c'est de voyager, c'est de découvrir le monde, c'est de se déplacer. Et là, donc, on a un réservoir de consommation énergétique, de production de carbone qui est absolument énorme. En termes de nutrition, en termes de déplacement, enfin, c'est énorme. Et donc, le développement de ce continent africain qui se met en route, vraiment qui démarre, va amener sur la production, un impact négatif sur l'environnement qui, pour moi, est vraiment massif. Et aujourd'hui, donc, si on regarde l'environnement dans la lorgnette de il faut que l'Europe, l'Asie, les États-Unis réduisent et compensent, et que de l'autre côté, on n'apprécie pas l'avancée, la réserve d'avancée du continent africain, on va passer à côté de quelque chose de très important en matière d'effets négatifs sur l'environnement. Par rapport à ta question plus précisément, et je fais le lien, c'est que justement, du coup, une entreprise en Afrique devrait avoir cette exemplarité et cette volonté de montrer qu'il y a un chemin concret, opérationnel, de bien-être qui ne passe pas par des poncifs ou des standards vendus à travers les réseaux sociaux, les anciens standards européens, etc. Et vraiment créer au sein de l'entreprise africaine un nouveau modèle, et donc c'est là où je fais le lien par rapport à ce modèle de dirigeant qui n'est pas le modèle du dirigeant américain très dynamique, voilà, porté sur très efficace en matière de finance, mais qui est vraiment un dirigeant africain qui, lui,
est soucieux, en fait, justement, des défis de sa génération, qui ne sont plus en lien avec la possession matérielle, et c'est les défis de la génération aujourd'hui des entrepreneurs en Afrique, est de comment on arrive à faire un développement de nos pays sans créer une kyrielle d'effets négatifs sociaux et environnementaux. Comment est-ce qu'on va faire un développement de l'entreprise qui va faire du bien? Et je reste très modeste par rapport à ça parce qu'il y a des questions sur le greenwashing et c'est des choses auxquelles je fais attention. C'est le fait que dans la performance globale, dans la RSE, il faut bien qu'on prenne toujours un petit bout et on commence. On ne fait pas tout en même temps, sinon on ne fait pas grand-chose justement. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, une entreprise ne va s'occuper que de l'amélioration des conditions de travail de ses employés, qu'elle ne fait pas grand-chose sur le plan environnemental ou social, parce que c'est peut-être sa première étape. Et quand elle va avancer, l'année prochaine, elle va rajouter la réduction de la consommation énergétique de son entreprise. L'année suivante, elle va travailler sur ses fournisseurs. Comment est-ce qu'elle améliore le comportement écologique et social de ses fournisseurs? Puis l'année suivante sur ses clients. Et petit à petit, elle va faire son chemin de performance globale. Donc, c'est difficile de couper à un moment et de dire cette entreprise fait du greenwashing, cette entreprise non, parce que ça dépend vraiment de à quel moment elle est. Alors, ça, je parle vraiment des PME, PMI, parce que finalement, quand le greenwashing existe quand même, il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui font ça uniquement pour le mettre en avant, c'est clair. Mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Voilà. Merci Fola. Je note des entrepreneurs soucieux des défis. Je pense que c'est un petit peu ce que nous sommes tous ici à des degrés divers. Et c'est pour ça qu'on se réunit. Et aussi, tu parles de performance globale, mais la performance globale, visiblement, pour Sylvain Brezard, ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, c'est pourquoi il nous propose un autre modèle d'entreprise. Sylvain, le micro t'appartient pour nous parler de la perma-entreprise. Qu'est-ce que c'est? Grazie mille. Oui, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut être lucide. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui manquent encore de conscience des problèmes qui se posent et une grande majorité qui ne sont pas lucides. Pour moi, être lucide, c'est agir, c'est se remettre en question. Et voilà, si je me permets de dire que les démarches RSE depuis 20 ans n'ont pas permis de faire évoluer le monde dans le bon sens, je le fais avec humilité, mais en même temps avec conviction, d'autant plus que j'ai été à l'initiative de la performance globale du CJD. Plusieurs questions se posent, c'est de se dire, mais finalement, qui est le mieux placé pour bouger les choses? On peut se dire que c'est les politiques, puisqu'on les élit pour ça, mais malheureusement, les délais sont très très longs. Et en France, c'est inclus dans l'Europe, c'est-à-dire le multilatéralisme. Et donc, pour mettre 26 pays d'accord, c'est extrêmement long quand ils sont convaincus de faire quelque chose. Et je pourrais dire les ONG, que je connais un petit peu, mais les ONG sont plus là pour soigner que guérir, pour mettre en alerte, pour faire tout un tas de choses. Et donc, c'est là où je reste convaincu que ce sont les entreprises les mieux placées. Et donc, par rapport à ça, je crois qu'il y a 10 ans, on pouvait se permettre d'y aller pas à pas. Aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense qu'il y a urgence, et notamment pour la planète. Si dans les 10 ans qui viennent, il n'y a pas une grosse remise en cause, malheureusement, les 2 degrés et demi seront largement dépassés. Il n'y a rien à faire. Malheureusement, il y aura des pays où ça sera une sécheresse terrible, etc., etc. Donc, il faut agir vite et agir de manière globale. Et c'est là où, sur la base d'une intuition, j'ai vu que Gontran le Jeune était connecté. Je n'étais pas un spécialiste comme lui de la permaculture, mais j'ai eu cette conviction que la permaculture pouvait peut-être influencer l'entreprise. Et quand j'ai creusé cette permaculture, le livre des fondateurs, un livre de 700 pages, donc vous voyez que ce n'est pas simplement que de dire il faut planter des petits pois à côté des courgettes parce qu'ils vont absorber l'azote ou des oignons parce que ça va empêcher les champignons parasitaires. La permaculture, c'est une philosophie de vie. La permaculture, c'était l'objectif de rendre la terre habitable pour tous. Et donc je creuse et je découvre des choses fabuleuses et notamment le fait que la permaculture
est basé